On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la directive Nice 2 avec mon invité Marianne Schaffner, associée chez Golling WLG. Marianne Schaffner, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble directive Nice 2, cybersécurité, cyber-résilience. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous parler du paquet cybersécurité et du cadre européen dans lequel il s'inscrit ? Oui, tout à fait. Donc, en Europe, il y a ce qu'on appelle le paquet dit cybersécurité, cyber-résilience, qui comprend plusieurs textes. Donc, il y a ce fameux texte RGPD dont on a tant parlé, qui protège les données. Il y a eu la première directive Nice, qu'on n'appelait pas 1, mais la toute première directive Nice. Nice, que ça veut dire, c'est les nouveaux systèmes d'information. C'était donc l'acronyme anglais. Ensuite, nous avons eu l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle. Et puis, nous avons eu ce qu'on appelle Nice 2, qui aurait dû être transposé en octobre 2024. Mais la France a connu quelques secousses devant le Parlement ces derniers mois. Donc, en fait, pourquoi la Commission et l'Europe s'étaient intéressées effectivement à la cybersécurité? C'est qu'on vit dans un monde tout est dans les systèmes d'information aujourd'hui et dans un monde de risques, effectivement, cyber. Et l'évaluation qui avait été faite par la Commission en 2021 a montré que la cybercriminalité pouvait impliquer un dommage à hauteur de 5,5 milliards. Donc, l'Europe a décidé de se doter d'un cadre qui permettait et qui oblige les entreprises, effectivement, à prendre des mesures pour préserver non seulement leurs propres données, mais les données des tiers, donc les données personnelles, mais également les données de leurs sous-traitants, toutes données industrielles, et pour éviter effectivement une cyberattaque. Donc en fait, quand on parle de cybersécurité, en fait, il y a 3 piliers dans la cybersécurité. Il y a d'une part la prévention, d'abord, il y a la protection, et ensuite il y a la réparation, et donc la notification. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler de cette directive Nice 2. Quel est son champ d'application et quelles sont les obligations de cette directive Nice 2? Alors, son champ d'application a été étendu par rapport à Nice 1. Auparavant, on avait 19 secteurs qui étaient concernés. Aujourd'hui, on en a 35. Donc, c'est pratiquement tous les secteurs confondus, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion des déchets, les services postaux, les services de fabrication, de production de dispositifs médicaux, le secteur de la santé. Donc, en fait, c'est très, très large les secteurs qui vont être impliqués, puisqu'on a 35. Qui va être également concerné? Eh bien, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, en réalité, avec la directive Nice 2, en fait, on a compté, c'est que 160 000 unités au sein de l'Union européenne vont être concernées, et en France, 15 000. Pourquoi? C'est énorme. 15 000 entreprises et administrations en France vont être concernées par cette directive, parce qu'il y a des seuils qui ont été prévus, c'est-à-dire des seuils de chiffre d'affaires. Donc, toute entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est compris entre 10 et 50 millions va être concernée, et qui auront entre 50 et 250 employés. Donc, ensuite, on a 2 catégories. On a des entreprises dites essentielles qui auront un chiffre d'affaires qui sera supérieur. Et puis, il y a les autres entreprises qui sont des entreprises importantes. Mais toutes sont concernées. Quelles sont les obligations de conformité et de gestion des incidents? Alors, les obligations sont les mêmes qu'on soit essentiel ou important. En revanche, c'est le timing qui est différent. Les entreprises essentielles, donc les plus grosses entreprises, en fait, ont une obligation de procéder à un audit amont de toutes les mesures, tandis que les entreprises importantes ne devront justifier des mesures qu'elles ont prises qu'une fois qu'il y aura eu une notification d'un breach, en fait, par les Français. Donc, qu'est-ce qu'il faut effectivement faire? C'est que donc il faut rapporter la preuve de ce que des mesures ont été mises en place. Quelles sont ces mesures? Il y a notamment avoir bien protégé ces systèmes d'information, avoir assuré auprès de ses salariés des formations, que les salariés aient tout à fait conscience des
mesures à prendre pour protéger les dites données, D'accord. la protection par les différents mots de passe, et aussi le fait que les sous-traitants vont être soumis à toutes ces mesures, donc il faut imposer à ses propres sous-traitants de mettre également des mesures de cybersécurité en place. D'accord. Donc en fait, il y a tout un champ de mesures à mettre en place. Avec des niveaux de sécurité. Avec des niveaux de sécurité différents. Et donc ce qui impose à toutes les entreprises, qu'elles soient essentielles ou importantes, à faire un audit. Alors, on va aller sur les mesures de cyber-résilience. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a un état des lieux, des mesures à adopter en la matière? Oui, alors les mesures, c'est tout d'abord, c'est assurer une sauvegarde régulière de ses propres données. D'accord. Avoir un plan de continuation qui soit en place lorsqu'il y a une alerte en réalité, faire des tests de restauration, faire un plan de reprise après un sinistre. Il faut faire un suivi d'éventuelles intrusions et faire ensuite un audit régulier et comme je disais, former ses salariés. C'est important de former. former. Qui montrera que l'entreprise aura déjà pris des mesures également raisonnables, et ce, j'ai envie de dire, au stade des plus petites entreprises. Si on peut rapporter la preuve de ce que les salariés ont conscience de la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité, déjà, ça sera un indice de compliance à la directive. Et on saura d'autant plus réagir quand il y aura des failles de sécurité. Voilà, et en cas de faille de sécurité, il y aura une obligation de faire une première notification immédiatement dans les 24 heures. D'accord. Et ce, à une autorité qui aura été désignée. Donc, il y a de fortes chances pour qu'en France, ce soit l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des services d'information. Et puis ensuite, après cette notification, dans les 24 heures, il y a un rapport à faire. Et dans le mois qui suit, il y aura un rapport qui établira toutes les failles et quelles sont les mesures qui ont été mises en place, quel est le plan de récupération, le plan de continuité. Bon, on voit que c'est très encadré. C'est très encadré, comme l'Europe le fait toujours. Pour finir, quel lien peut-on faire entre cybersécurité et secret des affaires? Alors, c'est vrai que ce lien ne semble pas évident a priori. Tout à fait. Ce qui m'étonne d'ailleurs. Puisque la directive sur les secrets d'affaires, qui a été transposée en droit français en 2018, impose aux entreprises qui invoquent un secret d'affaires, c'est de prendre des mesures raisonnables pour maintenir leur secret d'affaires secret, puisque la condition sine qua non du secret d'affaires, c'est qu'il soit secret. Bien sûr. Voilà. Et que donc, toutes ces mesures raisonnables qui doivent être mises en place. En réalité, on peut regarder ce qu'on fait dans NIS 2, les différentes mesures sur la gestion des mots de passe, la formation des salariés, l'audit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, où se trouvent les secrets d'affaires dans les entreprises? Sur leur système d'information. Bien sûr. Donc, en réalité, je trouve que les mesures qui ont été prévues dans la directive NIS 2 devraient être examinées par toutes les entreprises qui ont des secrets d'affaires afin qu'elles puissent mettre en œuvre les mesures qui sont imposées au titre de NIS 2. C'est là où moi je fais ce lien parce qu'une donnée, on protège les données par NIS 2 et un secret d'affaires, c'est une donnée industrielle qui est souvent l'actif essentiel de beaucoup d'entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Marianne Schaffner. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Gowling WLG. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du cumul entre un mandat social et un contrat de travail.